Grève, PTT négociations difficiles, train baisse du trafic sur le réseau Montparnasse, électricité coupure ce matin, cet après-midi manifestation syndicale à la Bastille, nous ferons le point en images. Centre national d'exploitation des océans, eh bien il vient de fonder le Centre océanographique de Bretagne. Michel Chevalet avec M. Benoît, son invité, va nous en parler. Aujourd'hui à Mexico, le Danois Ole Ritter tentera de ravir le record du monde de l'heure sans entraîneur à Eddy Merckx. Pour réussir, le Danois devra approcher 50 km dans l'heure. États-Unis, élections législatives. On se serait attendu il y a quelque temps à une très sévère défaite des Républicains. Aujourd'hui, il y a une sorte de revirement sentimental dû à la santé de M. Nixon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, et une information qui vient de nous parvenir, Genève, 12h53, les conversations entre les États-Unis et l'Union soviétique sur la limitation des armements stratégiques, c'est-à-dire les conversations SALT, ont été suspendues sine die ce matin. C'est une information importante et il est possible que nous revenions là-dessus dans le cours de ce journal, sinon ce soir, bien entendu, à 19h45. Nous commencerons par les grèves, résumons les principales déclarations faites depuis 24 heures, puis nous en viendrons à la situation aujourd'hui, au moment où à la SNCF, l'ordre de grève CGT s'étend à Paris-Austerlitz, Marseille, Lyon, Montpellier et Bordeaux. Le porte-parole de l'Élysée, M. Xavier Gouillou-Beauchamp, a dit en substance hier, au cours d'une rencontre avec la presse, que l'on assistait actuellement à une tentative importante de mobilisation de la part de la CGT et du Parti communiste, qui tentent à donner aux conflits sociaux un contenu politique. M. Georges Ségui, secrétaire général de la CGT, disait hier en écho sur notre antenne, et je le cite, « Si le fait de défendre son pouvoir d'achat, d'exiger de travailler dans des conditions humaines, de ne pas vouloir faire les frais de la crise, c'est faire de la politique, alors oui, les organisations syndicales font une certaine politique, une politique sociale, mais l'objectif, disait M. Ségui, que nous avons, est strictement revendicatif. » Fin de citation. Force ouvrière désapprouve les conflits à caractère politique. M. Bergeron nous l'a dit hier, et il revient ce matin là-dessus, pardonnez-moi, dans le journal Sud-Ouest de Bordeaux, dans l'hypothèse où l'on s'engagerait pour une raison ou pour une autre dans des conflits à caractère politique, les organisations forces ouvrières désapprouveraient ces initiatives et ne s'y associeraient pas. Enfin, hier au Sénat, à l'occasion d'une séance spéciale qui célébrait le 30e anniversaire de l'Assemblée consultative d'Alger, M. Chirac, Premier ministre, déclarait entre autres, et je le cite, « Si légitimes que puissent être les considérations que produisent à l'appui de leurs revendications particulières les divers groupes socio-professionnels, si nécessaire qu'il soit pour le gouvernement de tout mettre en œuvre de ce qui est possible afin de ne pas léser des femmes et des hommes qui prennent leur part à l'effort national de production, il n'en demeure pas moins qu'une élémentaire discipline collective est la condition principale d'un maintien de l'activité économique. » Voyons maintenant en image la situation secteur par secteur. À l'EDF-GDF d'abord, des arrêts de travail ont été observés pendant toute la matinée. Le mouvement des gaziers et électriciens a provoqué quelques coupures de courant, avec leurs conséquences habituelles, le retour à la bougie, et puis aussi dans les grandes villes, l'absence de feux tricolores et les embouteillages qui s'en suivent. En revanche, la grève n'a eu aucune conséquence sur le trafic ferroviaire et métropolitain. D'après la direction de l'EDF, on comptait environ 50% de grévistes dans la région parisienne. En province, les chiffres sont variables selon les régions. SNCF, depuis minuit, le trafic est en partie paralysé sur les lignes Paris-Montparnasse et Invalides. Environ 60% du trafic était assuré ce matin, d'après la direction de la SNCF. Depuis 6 heures, la grève touche également la région de Bordeaux. Et ces mouvements, organisés pour une durée de 48 heures et reconductibles, vont s'étendre dans d'autres régions au cours de la semaine, Tours et Clermont-Ferrand à partir de demain, et ensuite Paris-Austerlitz, Marseille, Lyon, Montpellier et Bordeaux. Au PTT, c'est aujourd'hui le 14e jour de négociation. Les conversations qui avaient repris ce matin au ministère sont suspendues une nouvelle fois jusqu'à ce soir. Des conversations difficiles où l'on n'avance guère. Les deux points chauds restent les salaires et l'augmentation des effectifs. Rappelons toutefois qu'hier, le Premier ministre a pris l'engagement moral que des emplois seraient créés dans les prochaines années. Pendant ce temps,
Le mouvement, il continue, largement suivi à Paris notamment, où l'on compte 90% de grévistes dans les centres de tri. Le ministère des PTT dénombre 46% de grévistes pour l'ensemble du pays. Au Houillères de Lorraine, enfin, poursuite du mouvement, mais il est moins suivi aujourd'hui. 40% de mineurs en grève ce matin contre 78% hier. En effet, seules la CGT et la CFDT ont décidé de reconduire cette grève qui dure maintenant depuis le 30 octobre. Force ouvrière et la CFTC, qui jusqu'à présent participaient au mouvement, s'estiment pour leur part satisfaites des entretiens d'hier avec la direction. À l'Assemblée nationale, la discussion du budget a continué ce matin. Éducation nationale. La nuit dernière, les députés ont adopté vers 2 heures du matin les crédits du ministère du Travail. À l'unanimité, on a voté un article additionnel imposant à tout employeur qui embauche un travailleur immigré une contribution forfaitaire de recrutement. Quelles sont les orientations de ce budget du ministère du Travail? La question n'a jamais été aussi actuelle. Il y a en somme 3 grandes priorités. Le travail et l'emploi, les travailleurs immigrés, la sécurité sociale, tels sont les 3 grands domaines prioritaires dans le budget 75 du ministère du Travail. Premier point, le travail et l'emploi. Face à l'augmentation préoccupante du nombre de chômeurs, le gouvernement entend accentuer son effort en faveur des travailleurs privés d'emploi. D'abord par l'intermédiaire de l'Agence nationale pour l'emploi, qui s'efforce de leur trouver une nouvelle place. Elle regroupe actuellement 274 agences locales. Ensuite, par la mise en place d'un fonds de garantie de ressources pour les chômeurs, ce qui permet de simplifier et d'harmoniser les différents systèmes d'allocation. Cette mesure est liée aux négociations actuellement en cours sur ce sujet entre le patronat et les syndicats. Enfin, le développement de la formation professionnelle sera encouragé. Second point, les travailleurs immigrés. Les mesures prévues s'inscrivent dans le cadre d'une politique globale de l'immigration. Principaux objectifs, mieux organiser l'immigration, la contrôler même, en accord avec les pays fournisseurs de main-d'œuvre. Le gouvernement compte aussi simplifier la réglementation imposée aux travailleurs étrangers. Autre préoccupation, le logement, 2000 logements sociolocatifs sont prévus pour 75 et aussi la promotion professionnelle des travailleurs étrangers. Troisième et dernier point dans ce budget, la sécurité sociale. Le projet de loi voté par les députés institue une compensation entre les divers régimes. Des crédits sont prévus pour financer certains régimes déficitaires, notamment pour les salariés du régime minier. Le budget du ministère du Travail reste un budget relativement modeste, 5,5 milliards de francs, soit 2% des dépenses de l'État. Il faut toutefois noter que ces crédits sont en augmentation d'1 tiers par rapport à l'année précédente. Pour la première fois de leur histoire, les 5000 vétérinaires français se sont mis en grève hier pour une journée à l'appel du syndicat national des vétérinaires praticiens. Motif de leur protestation, un projet de loi adopté par l'Assemblée nationale et bientôt discuté au Sénat, un projet de loi qui crée un corps d'auxiliaires vétérinaires. Ces auxiliaires seraient autorisés, sans le diplôme de docteur, à soigner tous les animaux comme un vétérinaire actuellement en titre. En 1938, avec l'appui des organisations agricoles, la profession vétérinaire avait obtenu que l'exercice de la médecine soit sanctionné par un doctorat vétérinaire qui terminait des études longues et difficiles. En 1974, alors que tous les pays de la communauté se dotent de vétérinaires hautement spécialisés, l'Assemblée nationale vient de créer un corps de sous-vétérinaires qui automatiquement ne vont donner que des sous-garanties. Eh bien, je crois que c'est très dangereux, et pour la santé publique et pour l'élevage français. Autre motif de protestation, toujours d'après le syndicat national des vétérinaires praticiens, le projet de loi institue pratiquement la vente libre des médicaments vétérinaires, même les plus dangereux. Nous constatons que 30% des médicaments vétérinaires seulement sont distribués par les hommes de l'art, le pharmacien et le vétérinaire, que 70% empruntent des canaux illégaux. 15 000 points de vente qui vont de l'épicerie au café, au dépôt d'engrais, aux organisations agricoles, aux firmes alimentaires, etc., etc. Ça nous paraît excessivement dangereux puisque l'éleveur est considéré comme un consommateur, qu'on vend du médicament
comme on peut vendre de la lessive, et que tous ces médicaments qui portent préjudice à l'éleveur se retrouvent dans les aliments et peuvent être dangereux pour le consommateur. Vous avez tous entendu parler de l'escalope aux hormones. Mais il y a peut-être plus grave, c'est que ces aliments ne trouveront plus à être exportés. Et vous savez comme à l'heure actuelle, les pays de la communauté sont draconiens. Sur quelle chaîne? Pardon. Le nouveau billet de 10 francs mis en circulation aujourd'hui est plus petit que le précédent. En cette période de crise, cela fait économiser du papier et des frais d'imprimerie. Un Berlioz revient, nous disent les spécialistes, de 30 à 40% moins cher qu'un Voltaire, lequel prend d'ailleurs la chose avec philosophie. Le nouveau billet est ocre et rouge. Au recto, Berlioz dirige un orchestre dans la chapelle des Invalides, et au verso, le compositeur tient à la main la guitare qui lui a été offerte par Paganini. Pendant 2 ans encore, Voltaire demeure valable. Il y a des formules comme ça qui sont horribles. Et il tiendra compagnie à Berlioz dans vos portefeuilles ou dans vos sacs. Henry Kissinger rencontre une nouvelle fois ce soir le président Anwar el-Sadat au Caire, première étape de la partie arabe d'un périple qui l'a déjà conduit dans plusieurs capitales d'Europe et d'Asie. Le secrétaire d'État américain fera part au président égyptien du point de vue des États-Unis sur la crise israélo-arabe après le récent sommet de Rabat. M. Kissinger se rendra ensuite dans d'autres pays arabes ainsi qu'à Jérusalem. Nous n'avons aucune raison de participer aux futures négociations avec Israël, déclare dans un entretien que publie aujourd'hui le New York Times le roi Hussein de Jordanie. Si la Cisjordanie relève de la compétence de l'Organisation de libération de la Palestine, ainsi qu'on l'a décidé à Rabat, la rive occidentale du Jourdain n'est donc plus, explique le roi Hussein, Jordanie, et il va nous falloir en tirer les conséquences sur le plan constitutionnel. Défilé de plusieurs dizaines de milliers de manifestants, 150 000 selon les organisateurs, hier à New York aux abords du siège de l'ONU. Il s'agissait de protester contre l'invitation faite à l'Organisation de libération de la Palestine d'être présente lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies. Les manifestants, surtout des juifs américains, ont entendu des personnalités américaines et israéliennes comme le sénateur Jackson, Abba Eban ou Moshe Dayan. Nous ne pouvons empêcher les terroristes d'aller à l'ONU, a déclaré l'ancien ministre israélien des Affaires étrangères, mais nous les empêcherons d'entrer en Israël. La mer, on la découvre aujourd'hui parce que l'on commence seulement à disposer des moyens techniques pour y travailler. Car depuis près de 10 ans, on en parle. On parle de ses ressources, on en dresse un inventaire, on dit que c'est l'Eldorado, la planche de salut de l'humanité. Et pourtant, depuis qu'on en parle, on ne voit toujours rien venir. En somme, on est un peu déçu. L'explication, eh bien, est toute simple. Elle réside tout simplement dans la difficulté de mettre au point de nouvelles techniques. Et c'est pour cela qu'a été créé le Centre océanologique de Bretagne, le COB. Dominant le goulet qui ferme la rade de Brest, ce centre est unique en son genre en Europe et le 3e au monde par son importance, après bien sûr ceux des États-Unis et du Japon. Ici, on ne fait pas de science, ou plutôt, on fait de l'océanologie, c'est-à-dire qu'on étudie tout ce qui se rapporte au milieu marin. Autant dire l'étendue des recherches qui y sont menées, puisqu'elles vont de l'électronique à la géologie, en passant par la chimie et la biologie. Fait nouveau pourtant, les études vont de la théorie à la pratique, c'est-à-dire du laboratoire à l'océan. Au laboratoire, on met par exemple au point de nouveaux circuits électroniques qui vont équiper les futures bouées qui seront interrogées par un satellite et permettront de mieux comprendre les liens qui existent entre l'atmosphère et l'océan. En somme, c'est la météo de demain que l'on prépare ici. Et le verdict, le voici, c'est l'immersion, le séjour dans cet immense bassin, la piscine comme l'appellent les chercheurs, un bassin long de 50 mètres et profond de 20. Mieux encore, dans ce caisson, on reproduit la pression régnant à 10 000 mètres de profondeur, autant dire qu'au Pnexo, on voit loin. Mais finalement, rien ne vaut les essais dans le milieu naturel. Par exemple, ces échantillons vont subir l'action des embruns en vue d'étudier leur corrosion, et ceux-ci resteront immergés pendant 1 an. C'est l'épreuve la plus redoutable, car regardez dans quel état on les retrouve. Voilà qui vous explique la difficulté de mettre au point de nouveaux matériels et parfois la lenteur des recherches. Mais le plus spectaculaire et peut-être le plus immédiat,
est l'aquaculture, c'est-à-dire ceci, ou plutôt ses débuts, ses prémices, c'est-à-dire l'élevage de poissons et de crustacés en milieu parfaitement contrôlé. En somme, ce que vous voyez, c'est une nurserie pour turbots, mulets et sols. On y étudie par exemple la reproduction et l'assimilation des substances de façon à mettre au point des aliments qui donnent le meilleur rendement. Sans aucun doute, c'est la partie la plus spectaculaire des recherches menées au Centre océanologique de Bretagne, mais aussi celle qui finalement nous concerne le plus. Autre sujet qui nous concerne aussi bien plus directement, si j'ose dire, eh bien, c'est le pétrole, car en ce moment, on parle beaucoup de la mer d'Iroise. Alors, Monsieur Benoît, vous êtes le délégué à l'information au CNEXO. CNEXO, je le rappelle, c'est le Centre national d'exploitation des océans. Cette fameuse mer d'Iroise qui sent tant le pétrole actuellement, où se trouve-t-elle? La mer d'Iroise proprement dite est limitée, vous le savez, par les îles de Saint et d'Ouessant, mais disons par extension du terme, l'on parle actuellement de permis de recherche Ouest-Bretagne et ces permis ont été déposés auprès de la direction des carburants sous le nom mer d'Iroise. En fait, c'est une zone qui s'étend à l'ouest de la Bretagne et à l'ouverture de la Manche entre la Grande-Bretagne et la France, ce qui pose d'ailleurs à l'heure actuelle une question de délimitation de zones respectives britanniques et françaises qui est soumise à un arbitrage international. Alors, ça sent le pétrole, si vous voulez, au large de Brest, mais sur quoi se fonde-t-on pour affirmer cela? Dès le début des travaux de construction de ce centre de Brest que vous venez de présenter, les équipes scientifiques se sont mises au travail. Entourées de boue clapotantes dues au chantier, elles ont préparé des campagnes à la mer, campagnes qui ont notamment porté sur l'étude du plateau continental, ce socle qui prolonge les océans et qui se termine à environ 200 000 nautiques à l'ouest de Brest, c'est-à-dire, mettons, 360 km, par une rupture de pente très brutale, jusqu'à 200 mètres de profondeur. Et ces études ont mis en évidence des accumulations sédimentaires de plusieurs kilomètres d'épaisseur, donc des structures susceptibles de renfermer des hydrocarbures, gaz naturel ou pétrole. Donc il y a de fortes présomptions pour qu'il y ait du pétrole au large de Brest, en somme. Ces études scientifiques ont, disons, recoupé des études menées parallèlement par des compagnies pétrolières, et un groupe s'est constitué, comprenant les 3 compagnies pétrolières nationales françaises, pour une moindre participation de sociétés multinationales, et l'opérateur de ce groupe, qui a déposé donc des permis de recherche, est la Société nationale des pétroles d'Aquitaine. Les forages, mais ceci est superficiel, il faut aller voir, et M. Dornano a annoncé lundi dernier donc que l'on irait forer d'une façon exploratoire au début de l'année prochaine. Alors, pour terminer rapidement, 2 questions. La première, à quand les derricks au large de Brest? Et puis, sur combien de millions de tonnes peut-on tabler, finalement? Je répondrai à la seconde, c'est-à-dire on ne saura sur combien de millions de tonnes tabler quand on aura procédé à des forages d'exploration, mais entre le début d'une recherche et le début d'une exploitation, il peut s'écouler plusieurs années, disons 5. Voilà, Léon Zitrone, une note d'espoir. Je vais parler de chiffres plus modestes. Sport, le Danois Ritter va tenter de battre sur le vélodrome de Mexico le record du monde de l'heure sans entraîneur. Il y a 6 ans environ, il le détint avec 48 700 ou à peu près. Merckx le lui reprit avec un peu plus de 48 400. Le premier détenteur du record de l'heure sans entraîneur fut Henri Desgranges, qui allait devenir le fondateur du grand journal L'Auto et celui du Tour de France cycliste. Il y a maintenant plus de 81 ans qu'un Français eut le privilège d'établir le premier record de l'heure. C'était le 11 mai 1893 à Paris. Henri Desgranges accomplissait 35 km 325. Ensuite, ce record a été amélioré 23 fois. Pendant la guerre, en 1942 à Milan, Fausto Coppi portait ce record à 45 km 848. Ce record tiendra 14 ans. En 1956, Jacques Anquetil relève le défi et le 29 juin, sur cette même piste du Vigorelli de Milan, véritable temple des records, le Français, grand spécialiste de l'effort solitaire, étonnant de régularité, réalise 46 km 159, un record que le Normand ne gardera que 3 mois. Un Italien, Ercole Baldini, fait mieux que lui, 134 mètres de plus.
Mais dans l'histoire du record de l'heure, Roger Rivière peut être considéré comme le plus grand spécialiste de ce record, pas comme les autres. Le 18 août 1957, toujours au Vigorelli, Roger Rivière approche les 47 km. Exactement 46 km 923. Un an après, presque jour pour jour, le Français réalise 47 km 346. C'est une performance remarquable, d'autant que le Stéphanois a crevé dans les derniers tours. Sans cela, il aurait approché les 48 km. Il gardera son record pendant 9 ans. Malheureusement, 2 ans plus tard, dans le Tour de France, le Français tombe, fracture de la colonne vertébrale. Roger Rivière est perdu pour le sport, lui qui était certainement un des plus grands champions français. En 1967, Anquetil fait encore mieux, 47 km 493, mais son record n'est pas homologué pour refus de contrôle antidopage. 9 ans après Rivière, le 30 octobre 1967, à Rome, le Belge Ferdinand Braque, c'est lui, accomplit 48 km et 93 mètres. Et peu avant les Jeux de Mexico, sur l'anneau olympique, le Danois Ole Ritter, déjà lui, réalise 48 km 653. Enfin, le détenteur actuel, le voici, Eddy Merckx, qui possède le palmarès le plus complet de tous les temps. 2 classiques seulement manquent à son palmarès, Bordeaux-Paris et Paris-Tours. Merckx effectua lui aussi sa tentative en altitude à Mexico, le 25 octobre 1972. Après un début très rapide, le champion belge, bien concentré sur sa machine, ne va pas faiblir. Il couvre même les 200 derniers mètres comme un sprinter en 13 secondes juste. Pour la première fois, un coureur cycliste approche les 50 km dans l'heure, 49 km 431. Cela représente par exemple 778 mètres de plus que Ritter, 3 km et demi de plus que Coppi et 14 km de plus qu'Henri Desgranges. Cela donne une idée des progrès accomplis en 80 ans. Après sa tentative, Merckx a déclaré qu'il ne recommencerait jamais tellement l'effort est épuisant. Ritter veut prouver le contraire. Il y a seulement 15 jours, les élections de ce 5 novembre aux États-Unis se présentaient, pour reprendre une dépêche de ce matin de l'AFP, comme un exercice purificatoire. Il s'agissait pour les Américains de tourner la page après 2 ans de Watergate en faisant payer au Parti républicain le prix des erreurs commises par son chef, l'ex-président Nixon. Mais la gravité de l'état de celui-ci modifie, semble-t-il, la situation et donne naissance à une curieuse réaction sentimentale faite de remords et de commisération. Notre magazine est consacré à l'enjeu des élections d'aujourd'hui, lesquelles pourtant ne semblent pas soulever de véritables passions. À peine un Américain sur 2 sait qu'il doit aujourd'hui se rendre aux urnes. C'est ce que révélait hier un sondage qui a dû consterner le président Ford, et cela pour 2 raisons. D'abord parce que ces élections sont importantes. Elles renouvelleront une grande partie de la classe politique. La totalité des représentants, l'équivalent de nos députés, 1/3 des sénateurs et 35 gouverneurs d'État sur 50. Ensuite, parce que la campagne de sensibilisation entreprise par le président Ford pendant près de 2 mois n'a pas porté. Pourtant, Gerald Ford n'a pas ménagé ses efforts. Il a prononcé plusieurs dizaines de discours au cours d'un périple de 20 000 km à travers l'Union. Le seul espoir de la Maison-Blanche est aujourd'hui d'avoir motivé les républicains à se rendre aux urnes. Les républicains pour qui ce scrutin est un test. L'affaire du Watergate n'est pas oubliée, tant s'en faut. Si le départ de Nixon avait pu arranger les choses, il est à craindre que la grâce que lui a accordée son successeur ne desserve les intérêts du parti. Alors, il faut sauver les meubles, essayer de ne pas perdre trop de sièges à la Chambre des représentants. Les démocrates y sont déjà majoritaires, mais pas suffisamment nombreux pour s'opposer à un veto de la Maison-Blanche. Mais surtout, essayer de ne pas perdre trop de sièges de gouverneurs, car leur rôle sera déterminant dans la campagne présidentielle qui s'ouvrira l'an prochain. Pour nous parler de ces élections, nous avons réuni les présidents des 2 comités démocrates et républicains en France. M. Moore, le président du comité démocrate, et M. Michel, le président du comité républicain. Alors, messieurs, généralement, ces élections, qui arrivent entre 2 élections présidentielles, montrent une très nette baisse du parti vainqueur des élections présidentielles. Cette fois-ci, il y a en plus l'affaire Watergate. Alors, pour vous, représentants du Parti démocrate, est-ce que vous pensez que les démocrates vont avoir une victoire extraordinaire? Enfin, on ne sait pas très bien. Tout d'abord, ce n'est pas un phénomène nouvel d'avoir une baisse du parti au pouvoir entre les grandes élections. Ça, c'est plutôt normal. Cette fois-ci, on croit que le phénomène sera un peu plus
que d'habitude, à cause de diverses choses, Watergate, pour commencer, mais aussi les choses d'ordre plus général, l'inflation et le chômage, qui quand même a tendance à user le parti au pouvoir. Monsieur Michel, est-ce que vous pensez que Gerald Ford, depuis qu'il est entré au pouvoir, a suffisamment bien dirigé le pays pour éviter à son parti une trop grande défaite? Oui, je crois qu'il a bien démarré. L'ampleur du défaite, si vous voulez, sera plus grand cette année, sûrement, que dans une temps normale. Mais je crois que dans les 2 dernières semaines, il a donné un peu de force au Parti républicain, si on peut croire les journaux en France. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de l'action du président Ford depuis 2 mois? Enfin, nous restons dans l'attente, puisque jusqu'à présent, il ne s'est pas attaqué au problème, enfin au grand problème du pays. Enfin, encore une fois, l'inflation, le chômage, question de pétrole, tout ça, on a l'impression qu'il n'a pas encore vraiment s'adressé à ces problèmes. En tant que républicain, comment avez-vous réagi au pardon de Gerald Ford vis-à-vis du président Nixon? Je crois que c'était une question de temps. Le pardon on doit donner le pardon soit au moment qu'il a fait, soit dans 2 mois, 6 mois, on sait exactement. Mais je crois que le pardon était un fait accompli maintenant, et c'est mieux que ça serait derrière nous. Et vous, les démocrates, partagent-ils? Enfin, nous avons pensé que c'était un peu tôt. C'était, prématuré pour 2 raisons. D'abord, du point de vue politique, mais aussi du point de vue judiciaire. Il y avait le procès de tous les gens qui étaient impliqués, qui n'avaient pas encore commencé, et qui tournait maintenant un peu en queue de poisson, puisqu'on a donné... Enfin, maintenant, tout le monde dit que c'est la faute de M. Nixon, et pas eux. Est-ce que vous pensez, l'un comme l'autre, que de ces élections, on pourra déjà avoir une idée sur la future élection présidentielle dans 2 ans? Est-ce que beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là? Beaucoup de choses peuvent se passer entre maintenant et en 2 ans. Ça, c'est le point de vue du Parti républicain, je suppose. C'est un point de vue personnel aussi, parce que je ne crois pas que les démocrates ont fixé sur un candidat à ce moment, ou même avoir une très bonne idée qui sera le candidat. Avec la démission, si vous voulez, de M. Kennedy, je crois que votre parti est un peu bousculé en ce qui concerne 76. Qu'est-ce que vous en pensez, justement? Enfin, il faut voir, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer d'ici 2 ans. On verra bien. Il faut que ça se décante un peu. Ces élections et la politique menée par le pays depuis 1968, depuis l'arrivée du président Nixon, démontrent qu'au fond, les partis en présence, du fait du bipartisme, ont fini par retrouver un parti républicain qui mène une politique démocrate et un parti démocrate qui mène une politique républicaine. Est-ce qu'on n'arrive pas, au fond, à une confusion totale des partis et, au fond, pas de ligne politique bien déterminée? Non. Dans le système américain, vous avez les partis qui couvrent tous les pays, et même dans les sein des partis qui couvrent toutes les tendances. Bon, de temps en temps, il y a un républicain qui est plus libéral, si vous voulez, qu'un démocrate choisi, et vice versa, si vous voulez. Je ne crois pas qu'il y ait une vraie confusion des partis. Le fait que c'est M. Nixon ou le Parti républicain qui a finalement fait sortir les États-Unis de Vietnam, c'est un peu une question de temps. Il était l'homme qui est arrivé au moment que la chose doit venir, à mon avis. Monsieur Moore, selon vous, quel est l'enjeu de ces élections? C'est l'inflation? Je crois que c'est une des grandes choses qui sont en cause. Enfin, ce qu'on cherche, c'est une politique forte pour attaquer au problème majeur de l'inflation, qui, aux États-Unis, c'est peut-être un peu moins
galopant que dans certains autres pays, mais c'est un problème majeur. Je croyais que ça va forcer les Américains à plus voter que d'habitude, parce que généralement il y a beaucoup d'abstention dans ces élections. Oui. Non, je ne crois pas. Non, enfin, je crois que ça serait important pour ceux qui votent. Mais tous les pronostics sont qu'il y aurait un vote assez léger cette fois-ci. Beaucoup d'abstention. Oui, beaucoup d'abstention. Vous pensez, M. Moore, que ces élections sont très importantes? Oui, je crois qu'elles sont très, très importantes. D'abord, surtout pour préparer les élections de 1976, qui seront évidemment capitales. C'est un test pour les présidentielles de 1976. C'est ça. Vous êtes d'accord? Dans une façon qu'il y aura des nouveaux visages sur la scène politique américaine qui sera gagnant, qui est bon pour le pays dans les deux partis. Vous avez un homme comme M. Kerry à New York qui évidemment gagnera, qui est bon pour le Parti démocratique parce que c'est quelqu'un de nouveau et c'est bon pour le pays. Sur votre écran, derrière moi, voici le jeune Serge Audinet, AUDINET, 12 ans et demi. À titre exceptionnel et sur la demande de la brigade de protection des mineurs de la préfecture de police, nous signalons que le jeune garçon a disparu il y a 3 semaines. Il n'a pas encore été retrouvé, malgré toutes les recherches entreprises sur le plan national par la police. Âge apparent de Serge Audinet, 11 ans, taille 1,37 m, le garçon est mince, il a des cheveux châtains foncés, frisés et courts, et il était vêtu le jour de sa disparition d'une canadienne marron, d'un pantalon vert, de chaussures de sport, et portait un sac de sport blanc. Si vous pouvez donner des renseignements, appelez Odéon 1332, autrement dit 033 13 32. Je répète, 033 13 32. Il s'agit du jeune Serge Audinet. Prévision météorologique valable pour demain. Primo, des Vosges aux Alpes et à la Corse, temps souvent très nuageux, pluie en plaine, neige à basse altitude. Deuxièmement, sur la Bretagne et sur la Normandie, doux et humide, petite pluie possible. Troisièmement, ailleurs, frais, nuageux et souvent brumeux, éclaircies passagères dans la journée, vent fort de nord, près du golfe de Lion. Ce n'est pas du temps bien fameux, mais enfin, c'est un temps de saison. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Nous nous retrouverons ce soir, si vous le voulez bien, à 19h45. Merci.